Le studio Les Bonnes Ondes est particulièrement fier de vous présenter ce nouvel épisode. Une création sonore pour écouter le monde autrement. Blanche Le Ridon, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. En roue livre, saison 2, épisode 5. Le château de mes sœurs, des Brontë aux Kardashian, enquête sur les fratries féminines. Un livre de Blanche Le Ridon, publié en 2024 aux éditions Les Pérégrines dans sa collection Genre. Un questionnement. Un mot manquant. C'est comme ça que l'essayiste Blanche Le Ridon commence son livre. Une passionnante enquête dans l'univers sororal. Ce sentiment du mot manquant m'a toujours obsédée. Deuxième née d'une famille de 3 filles, je suis, dans la limite de ce que prévoit le dictionnaire, la cadette de ma fratrie. Cette imprécision langagière, l'utilisation aléatoire de ce vocable faussement neutre, a toujours heurté mon goût pour l'exactitude et la précision des mots. Mal nommer les choses, vous connaissez la suite. 3 sœurs et un frère, comme 4 frères et une sœur, ou 4 sœurs tout court, forment, invariablement, une fratrie. Prise en flagrant délit d'omission, la langue qui se prévaut d'une infinie richesse est encore une fois mise en défaut. Moi, j'ai 2 sœurs et nous formons toutes les 3 une fratrie. Et on se targue souvent du fait que la langue française serait une des langues les plus riches du monde et il me semblait étonnant, voire parfaitement contradictoire, que cette langue qui se prévalait d'une infinie richesse ait oublié et omis cette façon de qualifier une fratrie qui ne serait composée que de filles. Et donc, à défaut du mot, j'ai voulu écrire le livre qui vienne décrire un petit peu toute la complexité et les nuances qu'il y a derrière ces configurations qui sont pourtant très nombreuses de familles où l'on a uniquement des filles. Alors, il y a un mot... Cette absence de mots n'est ni un hasard ni un oubli. Sa principale cause est qu'une fratrie uniquement féminine a été considérée, voire l'est toujours, comme une forme d'échec, une anomalie de la nature. C'est vrai en France, en Inde, en Chine, en Arménie, exemple cité dans l'ouvrage, mais aussi au Maroc et dans toutes les sociétés patrilinéaires où la descendance passe par le fils. Où le féminin, surtout le féminin pluriel, est plus un fardeau, une malédiction qu'une chance. Un exemple, celui d'une amie à moi qui s'appelle Claire et dont je me souviens parce qu'enfant, elle avait 4 sœurs et donc c'était une famille de sœurs pléthorique. Elle me dit la première chose que les gens continuent à me dire aujourd'hui quand je précise que j'ai 4 sœurs, c'est « Oh, ton pauvre papa ». Et cette réflexion-là, elle me semblait extrêmement révélatrice du stigmate qui continue de peser sur les fratries uniquement composées de sœurs et le fait que tiens, il y a quelque chose d'un petit peu incomplet. Ma démarche en général, elle consistait à aller au-delà d'un certain nombre d'idées reçues. Idées reçues, les sœurs seraient nécessairement jalouses. D'ailleurs, leur jalousie s'exprimerait ou se cristalliserait très régulièrement autour d'un homme, que ce soit le père ou un éventuel amoureux ou amant. Deuxième préjugé que j'essaie de déconstruire, les sœurs se chamaillent constamment. Liste non exhaustive. Camille et Madeleine, les petites filles modèles de la comtesse de Ségur. Jane Austen, elle-même, Virginia et sa sœur, et Vanessa Bell. Anastasie, les sœurs Bennett, d'Orgueil et Préjugés. Lisbonne du film. Les Halliwell de la série Charme et Hélène de Beauvoir. Les sœurs Ingalls de la poétesse Maison dans la prairie. Les 5 sœurs du film. Les 4 filles du docteur Beyoncé de Louise May et les 3 sœurs de Tchekhov. Les sœurs et bien sûr, celle qui figure dans le sous-titre de cet ouvrage et que je n'aurais jamais cru réunir en une phrase, les Brontë et les Kardashian. Et à propos des Kardashian, elle montre quelque chose qui est assez novateur. Alors, il y a énormément de défauts dans les Kardashian. Je pense que ce qu'elles incarnent au point de vue de la féminité est affreusement caricatural, parfois rétrograde, etc. Donc, mon idée était évidemment pas de faire l'éloge des sœurs Kardashian et de m'obstiner à les défendre. Beaucoup de fratries féminines ont réussi à renverser la tendance et à faire du nombre leur premier allié. Elles viennent inverser ce que j'ai appelé ce paradoxe de la multitude. Et elles ont fait chacune un petit peu leur carrière en solo, mais en fin de compte, on voit que ce qui marche et ce qui a créé leur notoriété et leur puissance, c'est leur nombre. Une illustration aussi éloquente qu'ambivalente. Meute féminine redoutable qui ne cesse d'étendre son royaume et de multiplier les excès, jouant avec les codes de la féminité en renouvelant ceux de la dynastie.
Et ça, parce qu'elle montre que c'est un petit peu cette espèce de gynécée moderne où c'est des femmes toutes puissantes qui ont toujours le dernier mot, qui sont à la manœuvre. Et ça, je trouvais ça assez exaltant. J'aimais bien cette dimension-là. Les stéréotypes, souvent millénaires, ou les représentations très caricaturales à propos des sœurs ont la vie dure. Pauvres créatures fragiles pour les unes, dangereuses prédatrices trop nombreuses pour d'autres. Mais il y a aussi la rivalité. La fameuse rivalité féminine, quasi indissociable de l'évocation de fratries de sœurs, voire des relations entre femmes tout court. Pour Blanche Le Ridon, c'est un présupposé tenace. C'est l'enfermement dans des logiques de rivalité, de chamaillerie et de jalousie, comme condamné à rester cantonné dans l'univers de l'enfance, inséparable d'une forme de superficialité puérile. Pas de Cendrillon sans Javotte ou Anastasie. Il faut bien 2 sœurs pour se disputer un roi. Et l'une ne peut évoluer que dans l'ombre de l'autre. Je pense que vraiment celui de la rivalité féminine, c'est le plus fort. Il est d'autant plus difficile à combattre qu'il ne touche pas uniquement les sœurs, mais les femmes dans leur ensemble. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de conviction, parce que vous seriez là dans un noyau dur, où les phénomènes de rivalité seraient d'autant plus capables de se développer. C'est vraiment le stéréotype qui a la peau dure et qui est peut-être le plus difficile, encore une fois, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de sœurs, mais des femmes dans leur ensemble, et que c'est aussi une façon de discréditer les femmes, et de discréditer aussi le combat féministe dans son ensemble, de dire qu'il est intrinsèquement impossible dans la mesure où les femmes elles-mêmes sont leurs propres ennemies. Cette rivalité a des racines mythologiques, anthropologiques et historiques. Le Ridon convie, notamment, les travaux de Françoise Héritier sur le sororat. Le sororat étant la possibilité pour un homme d'épouser en secondes noces la sœur de sa femme, défunte, stérile ou divorcée. Sœurs fatalement interchangeables, indissociables, d'une même essence, presque identiques, remplacées l'une par l'autre, revenant au même. La rivalité entre sœurs peut donc se prolonger jusqu'au combat mortel, au nom du bien de la famille ou de la préservation de l'héritage. Et même quand il ne s'agit pas de sororat, il y a très souvent un élément masculin, un père ou un amoureux, pour opposer les sœurs, surtout les duos, ressort exploité à l'envi en littérature ou au cinéma. La bonne et la mauvaise sœur, la sage et la rebelle, celle qui réussit et celle qui échoue, etc. Et si les relations entre frères ne sont pas exemptes de rivalité, pour l'autrice, celle-ci s'affirme toutefois sur des terrains plus nobles, plus spirituels. Je pense notamment à une série que j'adore qui s'appelle Fleabag et dont la relation entre sœurs n'est pas l'objet principal de la série, mais qui se dessine en filigrane et qui est pour moi d'une justesse, d'une drôlerie et d'une gravité aussi qui est particulièrement bien faite, je pense, et c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Pourquoi l'histoire a-t-elle retenu la rivalité comme seul moteur ? Cette question fut pour moi l'une des plus difficiles à percer. Des différents témoignages que j'ai pu recueillir, ni la rivalité, ni la jalousie ne s'imposaient comme sentiment majoritaire, qui écraserait tous les autres. Nier leur existence serait une bêtise, bien sûr. Mais en faire l'alpha et l'oméga des relations entre sœurs relève de la caricature. Mais en réalité, il y a des scènes de complicité qui sont très fortes entre elles. Et alors, je veux surtout pas spoiler, donc je n'en dirai pas trop, mais qui est pas naïve. C'est-à-dire, on n'est pas dans une relation totalement fantasmée où tout se passerait merveilleusement bien. Il y a des moments très durs entre elles, mais il y a aussi des moments d'une infinie complexité et connivence, et elles sont aussi parfois très complices, parce qu'il y a des moments aussi parfois très drôles, parfois même un peu potaches, qui montrent que les sœurs aussi peuvent avoir ce type de relation-là. Si, dans la balance, l'on devait comparer le poids de la rivalité et celui de l'exemple, j'ai la conviction profonde que c'est le second qui l'emporterait sur la première. Certains jugeront cette lecture crédule ou idéaliste, ou la croiront insincère. Elle me semble tout simplement logique. Pourquoi la multiplication des vocations ou des réussites ne serait-elle motivée que par l'esprit de compétition et de revanche ? Que celui-ci y joue une part, assurément, qu'il en soit le plus puissant moteur, je suis convaincue du contraire. Les talents qui se rencontrent et s'alimentent au sein d'une fratrie ne sont pas les tristes rejetons du conflit, mais les enfants bienheureux de l'inspiration.
Dans le château de mes sœurs, les pages se suivent et ne se ressemblent pas. Non seulement la rivalité ontologique est mise à mal, mais Blanche Le Ridon soutient en plus que la sororité engendre la créativité. Elle évoque aussi les sœurs assassines, sorcières ou criminelles, réelles ou inventées. Sœurs adultes, c'est plutôt les vieilles sorcières ou les vieilles filles aigries qui restent entre elles. Et aborder également le concept, non le choix de faire sœur, qui a particulièrement résonné en moi. Un choix que l'écrivaine décrit comme celui d'une adulte qui s'émancipe des souvenirs et des rancœurs de l'enfance, un choix qui n'est dicté par aucune norme ou injonction dominante, qu'elle soit sociale ou familiale. Dans le chapitre de Sorcières consacré à l'absence de désir d'enfant, Mona Chollet cite l'écrivaine américaine Elizabeth Gilbert, qui considère qu'il existe 3 catégories de femmes. Celles qui sont nées pour être mères, celles qui sont nées pour être tantes, et celles qui ne devraient en aucun cas être autorisées à s'approcher d'un enfant à moins de 3 mètres. Et il est important de comprendre à quelle catégorie on appartient. Car les erreurs dans ce domaine engendrent chagrin et tragédie. Gilbert elle-même revendique faire partie de la brigade des tantes, intitulé qui sonne de façon tout à fait réjouissante à mes oreilles. Là, je parle de ma tante, une des sœurs de ma mère qui a énormément compté dans notre enfance, qui était cette tante un peu rigolote qui nous permettait de faire les choses interdites dans le quotidien familial normal, et que je crois que dans la construction, dans l'enfance et dans l'adolescence, ces figures-là, elles sont aussi extrêmement importantes. Elsa et Anna, les sœurs du long métrage La Reine des Neiges, font-elles partie de la brigade des tantes ? Possible. Quoi qu'il en soit, en 2013, Anna sauve Elsa de sa malédiction, sans avoir besoin d'un homme pour le faire. Alors oui, les princesses sont toujours belles, blanches et minces, mais c'est un début. Les portes de mon château sont grandes ouvertes. Chacune a sa chambre. Mais quand il le faut, on peut dormir à 3 ou 4 dans le même lit. On peut y faire entrer les âmes qu'on aime et qui nous respectent. Frères, pères, amis, amants. À l'intérieur, on rit, on s'aime, on se déchire, on s'engueule, on s'en veut et on pleure. On en sort parfois, on veut vivre sans. On croit vivre mieux dehors, ailleurs. Et un jour, on pousse à nouveau la porte, on la franchit et, sans vraiment savoir pourquoi, on s'y sent à sa place et on s'appelle Bien chère sœur. Le livre de Blanche Le Ridon se révèle une enquête aussi personnelle que collective. Récit intime et réflexion féministe. Son analyse est sourcée. Histoire, anthropologie, psychanalyse. Ah, la psychanalyse et son rapport aux sœurs. Pas très joli, je vous avoue. En est encore et toujours, selon Freud, l'envie ou l'absence de pénis. On en revient en fait toujours à ça. Bien sûr, et c'est tout le deep où voilà, on ramène. Les exemples réels côtoient les fictionnels dans une joyeuse discussion où les unes se parlent aux autres, les interrogent, nous interrogent sur nos regards. Elles nous invitent à les délester du poids des clichés persistants. Les sœurs ne sont pas uniquement parfaites, rivales ou maléfiques. Elles sont bien plus que cela, qu'on se le dise et qu'on se le répète. Et il est vrai qu'après avoir dévoré ces 230 pages, j'ai soudain envie de parler à la mienne de sœur. Ni parfaite, ni maléfique, ni rivale, juste ma bien chère sœur. Vous êtes encore là ? Merci, ça fait plaisir. On bosse dur pour que ça sonne bien. Alors si vous avez aimé, laissez une étoile, un message ou une onde positive. À bientôt sur lesbonnesondes.ma.